Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sans filtre ajouté, le podcast qui parle de grande distribution sans langue de bois et au plus près du terrain. Alors, dans cette époque marquée par l'incertitude, on avait envie, Philippe et moi ici présents, de s'attaquer à une question résolument optimiste qui est la suivante. Pourquoi 2026-2027 seront des années magnifiques en grande distribution? Ça fait du bien un peu de positif. On a besoin de positif Dans ce contexte. On a absolument besoin de positif. Alors effectivement, on a eu des années très mouvementées, des crises sanitaires, une inflation galopante, des négociations sous tension. Et l'horizon semble effectivement s'éclaircir. Enfin s'éclaircir, je ne sais pas. On va le voir ensemble pour nos super hypermarchés. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, Philippe, un homme du sérail, comme j'aime bien le dire. Effectivement, tu as été ancien cadre dirigeant chez Panzani. Tu as aussi créé ta PME. Et puis aujourd'hui, tu accompagnes des PME au quotidien. Bonjour Salomé. Tout est juste dans ce récit à travers 2 siècles. Voilà ma vie. 2 siècles au moins. Alors, en transparence, avec Philippe, on a la chance d'accompagner des dirigeants de PME au quotidien. Vous le savez, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé pour des grands groupes que je ne citerai pas ici, puisque effectivement, l'objet de cette interview, c'est vraiment d'analyser la consommation telle qu'on la voit, d'analyser la grande distribution. Et moi, que je reste vraiment dans mon rôle et dans ma posture journalistique. Donc, il y aura sûrement plein de situations, Philippe, que tu vas évoquer, qu'on aura vécues ensemble. Mais l'objet ne sera pas de donner mon avis, puisque j'essaye d'être évidemment sur ce podcast la plus objective possible. Alors, l'objectif de ce podcast, effectivement, c'est de faire le point sur l'état actuel de la consommation, sur les transformations en cours. J'ai même envie de dire du digital à l'humain, parce qu'il y a quand même un gros rôle aussi du digital. Et puis de voir en quoi 2026-2027 pourrait bien marquer un tournant stratégique, en tout cas pour toute la partie commerciale, humain et la grande distribution. Alors tout d'abord, on le disait en introduction, Philippe, tu as été industriel, dirigeant, entrepreneur. Aujourd'hui, tu accompagnes des PME. Si tu devais aujourd'hui décrire en quelques mots ce que tu observes de la distribution alimentaire, de ta position actuelle, comment tu définirais ce que tu vois ? Déjà, mon œil n'a pas changé, puisque je ne suis pas un observateur de la grande distribution. Je vis et j'ai vécu la grande distribution de l'intérieur. Et quand j'accompagne aujourd'hui des dirigeants de TPE, des créateurs d'entreprises, je vis leur aventure et je vis la distribution, donc plus que je ne l'observe. Ce que je veux dire en préambule, le secteur de la grande distribution, c'est un secteur économique comme d'autres, comme peut l'être l'automobile, comme peut l'être l'industrie. Et avec ces 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si on intègre la spécialisée et la généraliste, on a un secteur qui s'est concentré. Pourquoi ? Parce que on a alterné, comme tous les secteurs économiques, des cycles de croissance organique, avec l'augmentation de la consommation, l'amélioration des services, qui ont succédé, ces cycles organiques, à des cycles de croissance externe. Et quand on est dans un cycle de panne de consommation ou de panne économique, la solution pour des dirigeants, c'est de chercher des opérations de croissance externe pour élargir leur champ de potentiel de développement à travers des acquisitions. Et la grande distribution, c'est ça. Donc, ne soyons pas surpris d'avoir une distribution centralisée. Observons que c'est le sens de l'histoire de tous les secteurs économiques, déjà. Est-ce que, de ton expérience, on a déjà vécu une période telle qu'on la connaît aujourd'hui sur notamment la centralisation que tu décris ? Moi, en plus de 40 ans, je n'ai vu que la distribution qu'à travers des rachats. Enfin voilà, j'ai connu des Mammouth, des Auchan, des Asseco, enfin des Euromarchés, des enseignes qui ont disparu aujourd'hui, qui ont les unes après les autres intégré des groupes de distribution qui se sont concentrés. Donc pour moi, ça n'est pas un phénomène exceptionnel, c'est pas un phénomène nouveau, plutôt un phénomène récurrent. Que la course à la taille critique soit un marqueur d'efficacité économique n'est pas une surprise. Que la concentration soit un levier de productivité, de compétitivité n'est pas une surprise. Le tout, c'est
Qu'est-ce que l'on en fait? Donc on va en parler de ça. Qu'est-ce que la distribution en fait? Est-ce qu'elle en fait un modèle vertueux? Est-ce qu'elle en fait un modèle qui sert la souveraineté alimentaire? Est-ce qu'elle en fait un modèle qui crée de la valeur ajoutée qui fait l'objet d'un partage équitable? Là sont les questions, plutôt que... Voilà. Je m'intéresse plus au contenu qu'au cadre. Bon, bah justement, tu me fais une transition parfaite. Qu'est-ce qu'on en fait justement de cette centralisation de la distribution et quels sont les impacts pour les enseignes et les industriels aujourd'hui? Bon, pour les enseignes, ce que l'on observe en premier lieu, c'est un tas de... c'est une somme de changements. La somme des changements, c'est que après avoir géré pendant longtemps l'organisation des flux, donc avoir créé des systèmes logistiques, des systèmes informatiques qui permettaient de gérer les flux marchandises et les flux financiers, donc de ces entreprises de plus de 2000, plus de 3000, plus de 4000 magasins, on est aujourd'hui à l'optimisation du frontline, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette marchandise en efficacité commerciale dans les points de vente. Donc, bonne nouvelle, hein, on rentre dans un cycle très commerçant. Et pour cela, il y a des leviers qui sont efficaces. L'IA arrive et va aider à accompagner le consommateur, à le comprendre, à le connaître, à le servir comme il l'attend. L'évolution des services vont aider aussi à redonner un plaisir de course, puisque je vais pouvoir acheter des services, acheter des produits, mais aussi peut-être consommer sur place. Bref, donc vivre mon magasin, vivre mon commerce de façon plus ludique. Je crois que Carrefour parlait de réenchanter le commerce il y a quelques années, mais avec du retard, on semble y arriver. Donc l'IA sert à ça. On a d'autres événements, c'est-à-dire des jeunes marques, des jeunes pépites, des innovations qui arrivent sur le marché recréent de l'attractivité. La présence des influenceurs aussi qui rentrent dans le jeu du commerce et qui captent et qui recrutent et qui génèrent de l'intérêt. Donc je vois beaucoup d'événements qui touchent désormais le frontline, donc le point de vente, nous donner des raisons d'être optimistes sur... Il y a de la vie, il y a du plaisir, il y a du business dans le point de vente. J'ai vraiment une forte croyance là-dessus. Et un autre élément qui, lui, est structurel plus que conjoncturel, c'est l'évolution, pour ne pas dire la mutation, vers la franchise à la location-gérance. Une façon de dire, je recrée une maîtrise de mon front de vente en la redonnant à ceux qui sont commerçants sur le terrain. Donc c'est une forme d'indépendance attachée à une centrale. Donc je vois là une perspective plutôt profitable au commerce que des gérants locataires ou des franchisés reprennent le contact avec le consommateur en direct. Et ça, c'est vraiment... donc il y a la mutation via les outils, je fais référence à l'IA et les services, il y a la mutation face à la location-gérance et le retour à un commerce de terrain. Donc, très intéressant. Là, tu nous parles effectivement, et tu l'as dit à de nombreuses reprises, sur le frontline. J'aimerais bien t'entendre sur l'amont. En quoi ça impacte la chaîne, toutes ces transformations aussi sur l'amont? Et tu veux parler de quoi? De l'amont agricole ou de l'amont logistique de la distribution? Les deux. Les deux, Bah, mon ouais, capitaine. C'est parti. On est sur capitaine. un podcast, donc c'est pour Non, prendre du temps long. Sur l'amont agricole, peut-être il sera utile d'y revenir après, parce qu'il y a un vrai sujet Absolument. de souveraineté agricole Ouais. qui est un sujet économique, un sujet social et environnemental, donc on parlera de ça. Sur l'amont, je crois que la distribution, elle a construit son amont organisationnel, structurel, en termes de logistique et de data, de façon très pointue, et tout ça fonctionne bien, et qu'elle doit maintenant travailler. Donc, pour le dire mieux, elle a très bien fait le quoi et le pourquoi. Je fais évoluer mes organisations. Elle doit travailler maintenant sur le comment, c'est-à-dire comment j'exécute. Et là encore, une conviction. Les équipes qui composent les structures d'achat, les structures marketing, catégorie management, vont de nouveau être, ou doivent de nouveau être très très tournées vers le commerce et vers le parcours client et vers la création de valeur à travers l'innovation et à travers l'organisation des points de vente et l'organisation des services. Donc là, il y a une réflexion sur les métiers du frontline, du point de vente. Et puis, cet amont qui est bien construit, parce que la logistique est rodée, parce qu'on a de la compétitivité, de la productivité dans l'organisation, tout ça doit être mis au service de la performance des points de vente et de l'attrait des points de vente. Donc,
Bon, vive les investissements que l'on va de nouveau réfléchir vers le point de vente pour rendre le plaisir des courses, donner du service. Voilà. Je vois Carrefour, à travers sa stratégie, les axes stratégiques qu'il a présentés, très orienté dans cette direction-là. Je vois des enseignes qui, culturellement, Intermarché, Leclerc, travaillaient beaucoup sur la formation des dirigeants de points de vente, justement pour de la performance relationnelle client. Je vois Carrefour faire des alliances avec des entreprises issues du secteur du frais ou des boulangeries. Donc ça semble préfigurer d'une réorganisation du front de vente pour recréer de l'attractivité. Quand on crée de l'attractivité, on crée de la valeur ajoutée. Et voilà une nouvelle raison d'être optimiste, Salomé. Tu parles de la différence entre le quoi et le comment. Donc effectivement, le quoi, le plan stratégique, on pourrait parler de ce que Carrefour a annoncé pas plus tard que la semaine dernière sur son plan 2030. Et le comment, j'y crois beaucoup et c'est une conviction aussi, c'est l'exécution. Je vais te poser un peu la même question que les précédentes. C'est en termes d'exécution, on en est où sur la partie magasin, au global enseigne, sur l'expérience consommateur? Qu'est-ce que tu vois, nos zones d'ombre et nos zones de génie? Si tu dois poser un état des lieux et peut-être nous faire part de certains exemples concrets, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la partie exécution, point de vente? Je dirais que je vois un enjeu sur la rapidité d'exécution. J'observe que les mises en marché sont plus longues, que la part de l'innovation a faiblement évolué. Le poids de l'innovation en alimentaire, entre 3 et 4%, ça semble surréaliste qu'on ne soit pas plus proche de 10% de produits nouveaux tous les ans dans les linéaires. Quand je vois dans le e-commerce la profusion d'offres et puis l'évolution dans le textile, par exemple, de la typologie de l'offre et de la façon de faire le commerce. Et quand je vois tous ces changements rapides dans les secteurs du digital, dans le magasin physique, je trouve qu'on utilise mal le temps et qu'en qualité d'exécution, rapidité d'exécution, on pourrait faire beaucoup mieux et rendre plus vivant la notion pour le consommateur de découverte, de test, d'essai. Il y a du travail sur le sujet. Prenons un exemple qui fonctionne, lui, plutôt bien. Le secteur du traiteur, donc dans la grande distribution, aujourd'hui, il est d'une richesse d'offres qu'on n'a pas connue ces 20, 30 dernières années. Donc la grande distribution s'est emparée de cette proposition de qualité de produits, de qualité de services. Et on voit ce secteur-là nourrir de l'innovation, nourrir de la fréquentation, nourrir de la valeur ajoutée. Donc, cette success story pourrait être transposée dans différents secteurs. Voilà, plus d'innovation en épicerie, plus d'innovation dans les boissons, plus d'innovation peut-être même aussi dans le non-alimentaire ou encore dans les services. Ouais. On pourrait faire plus vite en exécution. Ouais. Tu as parlé d'une catégorie qui, évidemment, m'est familière, le traiteur, et je te rejoins. Et d'ailleurs, ça a été une des catégories qui a été absolument prioritaire par la plupart des enseignes. Je me souviens avoir fait beaucoup de revues de marché par rapport à ça. Sur certaines catégories, il y en a qui s'y prêtent beaucoup, effectivement, à l'innovation. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur la partie process pour aller plus vite, plus loin? Et effectivement, dans un consommateur qui est plus volatile et une jeune génération aussi qui consomme absolument différemment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce qu'il y a des solutions peut-être qu'on peut prendre de l'étranger, je ne sais pas, qui mèneraient justement à une meilleure réponse aux unités de besoin que les consommateurs demandent? Je me suis perdue sur ma dernière question, je couperai. Non, mais elle a de la valeur. Et surtout, je te conseille de la poser à tous les dirigeants de distribution prestigieux que tu reçois régulièrement parce qu'ils sont dans l'excellence sur ces sujets, plus que moi. L'utilisation de l'IA doit nous aider à aller plus vite pour comprendre le consommateur, ses évolutions, ses attentes, ses transitions. L'IA doit nous aider aussi en termes de communication, marketing direct, à faire du conversationnel.
Donc voilà, être plus près du consommateur, c'est être plus près des évolutions et donc c'est être plus réactif. Donc les outils d'intelligence artificielle doivent nous aider là-dessus. Après, en termes d'inspiration, moi j'aime bien la façon dont Walmart travaille aux États-Unis, beaucoup en mode collaboratif, puisque lorsque lui il intègre l'IA, il les intègre dans ses bureaux, les sociétés prestataires de services, il les fait travailler à l'évolution des outils. Et puis il intègre des consommateurs, puis il intègre aussi des fournisseurs. Donc chaque fois que Walmart a eu traité un nouveau sujet de transition, il a toujours intégré ses partenaires fournisseurs. Il a toujours fait de la co-construction. Donc ça, c'est une culture à l'américaine dont on aurait à s'inspirer et à gagner, voilà, et moins s'opposer et plus collaborer. Je pense que ça c'est un des sujets qu'on va aborder aussi ensemble. Ouais. Sur la partie... Je veux dire, en fait, voilà, utiliser l'outil et l'humain au service, au service de la collaboration. Bien sûr, de la collaboration et justement du progrès, d'efficacité, de la création de valeur. Enfin, c'est pas philosophique, c'est vraiment très, très exécutif quoi, pour rester opérationnel. Et pragmatique. Et tu cites un bon exemple qui est Walmart et tu parles de la culture américaine. Donc, on pourrait se poser la question, mais est-ce que la culture française est prête à la collaboration et est-ce que toute la partie normative, juridique et le contexte actuel nous pousserait à plus collaborer? J'avais eu, et on en a déjà discuté, cette question avec Marouane Méry. Oui. Mais j'aimerais bien t'entendre sur le sujet. Donc j'ai écouté le podcast de l'illustre négociateur dont tu viens de nous parler et qui est assez dubitatif sur les modes collaboratifs. Et au travers de ces expériences, on peut que le comprendre. Je pense que là où il y a du collaboratif, il y a moins de réglementaires. Je pense que la vingtaine de lois là, sur ces 30 dernières années, depuis la loi Galland, ça repose beaucoup sur le fait qu'on n'ait pas réussi à trouver des axes d'entente, des axes de partage, des choses rationnelles, rééquilibrées. Et donc, c'est les parlementaires qui ont essayé de nous rééquilibrer. Et en général, ça ne marche pas très bien. Le modèle collaboratif, il peut exister. On va prendre un exemple qui est très inspirant, qui est celui de Nicolas Chavannes à travers sa démarche C'est qui le patron. Lui, il part du consommateur, c'est complètement loin d'être idiot de partir du consommateur. Ça devrait être la base pour tout le monde. Ouais, quand on parle de produits de grande consommation. Et puis, donc, il associe des producteurs, des transformateurs, et puis il associe au final le distributeur. Et donc, on a des produits qui sont les leaders sur leur segment de marché. Donc, ça veut dire que ça marche, ça crée de la valeur. Et puis, il entraîne à ses côtés des distributeurs qui acceptent une proposition rationnelle, sociale, mais qui est quand même économique, puisqu'il y a un prix de vente, il y a un prix d'achat, il y a des marges, il y a une répartition de marges. Et là, on est typiquement dans le modèle collaboratif. Donc oui, il peut exister. Lorsque les enseignes sollicitent des fabricants pour élaborer leur marque de distribution, ils sont en mode collaboratif. Donc la collaboration, elle vient toujours d'un intérêt partagé et d'une volonté politique. Donc est-ce que l'enjeu pour la distribution, c'est une volonté politique de faire plus de collaboratifs pour créer de la valeur qui soit fluide et qui ne soit pas tout le temps encadré par du réglementaire? Je leur renvoie la question et je leur suggère de réfléchir au modèle collaboratif et de s'inspirer de ce que fait Nicolas Chavannes. Oui. Justement, j'y reviens, cette partie juridique, la loi Egalim, les médiations, les contrats, ça complexifie la relation commerciale, c'est ce qu'on est en train de se dire. Quels sont les impacts que ça a sur toute la chaîne? Qu'est-ce que tu lis C'est une vaste question. Il faut de la réglementation parce qu'en tout point, il faut trouver un équilibre. Un peu comme un secret de la vie. Trouver un équilibre. Attention, trop de réglementation peut emmener aussi à la déresponsabilisation. Donc si on me dit tu dois rouler à 20, tu dois rouler à 30, puis là c'est à 40, puis là c'est à 80... ma part de responsabilité ou ma part de conscience sur le respect d'un code routier ou des comportements routiers peut être altérée. Ça peut paraître bizarre de
ce que je dis, mais parlons du tarif et parlons des Galim. La négociation, elle permet de rediscuter un tarif, de rediscuter des conditions commerciales et puis d'avoir un impact sur le prix net du produit. Bon, ça, c'est des relations commerciales tout à fait classiques. Est-ce qu'on a besoin d'être encadré pour cela? Dès lors que l'on dit que le prix, l'acteur du prix ou l'arbitre du prix, c'est le consommateur, l'arbitre du prix, c'est la pression concurrentielle. Je ne peux pas vendre 30% plus cher que mes concurrents. Donc, dès lors que je suis dans un marché et que je suis soumis à des règles économiques, est-ce que j'ai besoin d'avoir un surcadre réglementaire qui me dit ce que je dois faire de mon prix, ce que je dois faire de mes conditions commerciales, ce que je dois faire de mon prix net? Donc, je ne sais pas si je le dis de façon suffisamment claire, mais moins d'encadrement, plus de responsabilité donnerait plus de sens au commerce, à mon avis. Et pour aller dans ton sens, je rajouterais même plus de transparence. Si on se dit que le consommateur est le juge de paix et que, quelque part, certains diraient il vote avec son portefeuille, encore faut-il qu'il en ait la possibilité, mais ça, on rentrerait dans un autre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur a assez de transparence vis-à-vis du prix et de la répartition de la chaîne de valeur? Non, pas du tout. Ça, c'est un élément que l'on doit avoir tous en pleine conscience, c'est qu'il y a une défiance du consommateur. Elle est sur la qualité, elle est sur l'ultra-transformation, elle est sur l'impact carbone, enfin vraiment tous les sujets anxiogènes de notre cycle actuel rebondissent dans l'acte d'achat d'un consommateur. Donc, il n'y a pas assez de transparence, il n'y a pas assez d'explications, il n'y a pas assez d'engagement. Je reviens à c'est qui le patron? C'est qui le patron? Il coche toutes les cases dans la matière. Il dit comment est conçu le produit, comment est défini son prix, comment est partagée la valeur et quelles sont donc les raisons rationnelles et émotionnelles de faire l'acte d'achat. Pour moi, c'est parfait. Donc, je vote pour moins d'encadrement, un peu plus de sens des responsabilités des différents acteurs et puis les distributeurs qui sont dominants peut-être en premier lieu pour travailler un peu plus en transparence et un peu plus en confiance. Le prix, les performances, la compétitivité, elle sera toujours arbitrée par le consommateur. Donc si un produit est trop cher, il faudra baisser son prix. Si un produit n'est pas assez performant, il faudra améliorer ses attributs de positionnement RSE. de valeur ajoutée. Oui, voilà, et sa promesse. Donc ça, c'est un travail normal. On n'a pas besoin de surréglementer pour arriver à faire de la création de valeur et de la partager. Pour preuve, c'est que la loi Egalim, quand elle promet une juste redistribution du revenu aux agriculteurs, écoutons-les cette semaine au salon d'agriculture. Ouais. Voilà, écoutons-les et on verra s'ils sont si contents que ça. Et puis, la loi n'est jamais suffisamment aboutie pour apporter tous les résultats. J'en veux pour preuve que c'est une chose de rémunérer sur la matière première, c'est une chose de prendre en les autres matières telles que l'électricité, le coût du travail, etc. Enfin, tous ces éléments-là. Donc, soit on encadre tout, soit on travaille un peu plus sur la transparence et la confiance, quoi. Et justement, sur la confiance, récemment, durant le S2 2025, il y a une charte de bonne pratique, de bonne conduite qui a été écrite justement sur les négociations. Comment tu l'analyses, cette charte, sur le quoi et sa mise en pratique? Bon, là, je suis assez dubitatif sur l'efficacité d'une charte. Ça donne une intention. L'intention, elle se traduit dans le comportement. Donc, ça travaille plus la forme que le fond. Le fond, il est sur l'équilibre et le partage de la valeur. Donc, moi, je préfère entendre les dirigeants d'Intermarché prendre des engagements et puis voir qu'ils prennent réellement des engagements vis-à-vis du secteur des TPE et des PME, parce qu'il y a des choses concrètes qui méritent inspiration pour toutes les autres enseignes. Je préfère voir des choses concrètes plutôt que des chartes. Ça, c'est le premier point. Et après,
Cette charte, elle était destinée à dire des choses des choses favorables à l'attention des PME. Si on veut faire quelque chose de très concret à l'attention des PME, messieurs les distributeurs, eh bien, créons à l'intérieur de vos centrales d'achat un étage dédié aux TPE et PME, avec des responsables catégoriels, des responsables des achats qui sont issus de ces secteurs, qui ont eu un parcours dans des TPE, PME, qui connaissent l'amont agricole, qui connaissent le modèle économique d'une PME, parce qu'ils l'ont créé ou parce qu'ils ont travaillé dans une PME, pour discuter niveau et prendre en compte de façon concrète les réelles problématiques liées à une PME, telles que l'organisation, telles que la trésorerie, telles que le financement, tels que les cycles de développement, enfin tout ce qui conduit aux difficultés, à la réussite ou à l'échec d'une PME. Tout ça doit être connu par des professionnels qui ne peuvent pas être les mêmes qui négocient avec Nestlé ou avec Procter. Donc, créer des équipes dédiées à ce secteur-là serait beaucoup plus efficace qu'une charte d'engagement. Et justement, quel est l'état des lieux sur les PME, TPE que tu vois toi dans ton quotidien? Tu as parlé de trésorerie, tu as parlé d'organisation, tu as parlé d'exécution. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement sur les 10-15 PME sur les 3-4 dernières années que tu as accompagnées? Elles se frottent à quoi aujourd'hui dans le contexte actuel? Allez, c'est parti. Les 10, 15, c'est 20... là où on attaque vraiment l'épisode. Non, mais les 10, 15, 20, 30 de ces 5 dernières années, elles m'ont appris qu'elles sont réellement dans un cycle de difficultés. Par rapport à leur taille, voilà, une entreprise qui est de 0 à 2 millions d'euros, elle est dans une phase critique qui est de générer son existence, son développement. Quand elle va de 2 à 5 millions d'euros, elle doit gérer sa croissance. C'est un autre cycle avec la complexité. Et tout ça, si on parle des 5 dernières années, ça s'est joué entre le Covid, la crise en Ukraine, l'inflation des matières premières et des cycles de négociation extrêmement tendus. Donc c'est une chose de créer une PME dans les années 80, c'en est une chose de le faire entre 2020 et 2026. Et vraiment, ce propos est pas neutre. Ce que je veux souligner, la particularité d'une PME, c'est que le dirigeant, qui est souvent tout seul dans les 6-12 premiers mois, il est très concentré sur son innovation, son positionnement et sa production, qu'elle soit intégrée ou qu'elle soit sous-traitée. Et très rapidement, il doit penser à son introduction dans le marché et sa capacité à générer une croissance. C'est en général là que je suis appelé ou qu'on est appelé pour les accompagner. Quelles sont les conditions de réussite d'une gestion de croissance? Et quasiment toutes les problématiques sont en interne, puisque c'est une problématique de quelle capacité de production, quelle prévision de vente, comment je travaille ma trésorerie, quels sont les investissements auxquels je vais devoir faire pour face la logistique, les forces de vente, le média, la promotion. Donc ça, c'est une somme de questions qui se posent aux créateurs d'entreprises et puis sur lesquelles on apporte du conseil, on modélise et on explique la chronologie de constitution des postes d'investissement pour assurer le développement. Et puis les premiers contacts avec les enseignes de distribution leur font découvrir que do it yourself, c'est-à-dire tu dois, toi, l'entrepreneur, trouver ton modèle logistique, trouver ta force de vente, répondre aux appels d'offres promotionnels, structurer une offre de prix qui soit compétitive et que tu avais peut-être prévu avec une marge brute un peu plus élevée et que la concurrence t'oblige à un peu plus de compétitivité. Et en fait, tu découvres que tu as... dans tes secteurs de distribution, tu as autant de problématiques que tu en as dans ta construction d'entreprise en interne. Donc l'idée, c'est pas de faire un tableau dramatique, mais de façon formelle, je prétends que les 2 premières années de la TPE ou de la PME sont 2 années extrêmement critiques et qu'il appartient à l'entrepreneur d'assumer les choix qu'il fait de créer son entreprise et qu'il pourrait être en droit d'attendre, quand il met les premiers pieds dans une centrale d'achat, d'avoir un peu plus de levier d'appui, de levier d'aide ou de facilité d'accès au marché de la part des enseignes. Et là on n'y est pas. On pourra revenir sur
les points qui pourraient être améliorés, mais les PME auraient besoin d'un accélérateur d'aide à l'accès au marché de la part des enseignes beaucoup plus probant qu'il ne l'est aujourd'hui, quoi. Tu as un exemple à nous citer justement de collaboration entre une enseigne de la distribution et une PME TPE qui a montré justement cette collaboration pour l'accélération favorable? Ou je te pose la question différemment. Est-ce que ça existe aujourd'hui et pourquoi ça n'existe pas? Bon, j'ai une série d'exemples. Moi, ils sont insuffisants à mon sens. J'ai une série d'exemples. Les enseignes qui organisent des salons, les salons de la PME, donc je recite Intermarché qui fait ça, qui fait beaucoup ça. Les enseignes qui, adossées à des organisations comme l'AFEF, organisent des salons régionaux pour construire leur première étape d'introduction au marché à l'échelle régionale. Les enseignes qui font ça, elles installent un levier d'accès au marché, un premier niveau de contact avec les décideurs, un premier niveau de contact avec les directeurs de magasins. Donc ça, j'estime que c'est un élément de facilitation. Un outil. C'est un outil, voilà. Pourquoi je dis qu'on devrait aller plus loin? Je vais donner un exemple. Pour une TPE-PME, si l'accès à la distribution, c'est de devoir travailler en direct avec les magasins, comme ça l'est souvent suggéré par les enseignes avant de passer au régional, voire au national, le coût logistique de cette démarche-là est entre 15 et 20%. À comparer avec une enseigne qui dirait « Nous allons travailler avec toi, la PME, sur mon entrepôt régional. Donc on va centraliser les livraisons, centraliser les paiements. Le coût logistique va être entre 6 et 8%. Donc là, j'ai quasiment 10% d'écart que je pourrais consacrer à un investissement promotionnel ou média et qui part dans mon coût logistique si je suis contraint de travailler en direct. Donc, j'aimerais que les enseignes mettent un peu plus leurs outils à disposition des PME pour justement leur donner tout de suite de la compétitivité sur les flux marchandises pour pouvoir réserver leurs investissements sur le financement du média et de la notoriété de leur marque. Deuxième exemple qui est dans la même veine, il s'agit des forces de vente. J'accède à une enseigne à l'échelle locale, livraison directe à l'échelle régionale. Si je n'ai pas de force de vente, je ne suis pas présent dans les magasins. Surtout dans un modèle qui a évolué fortement vers la franchise et la location-gérance. Une force de vente, qu'elle soit locale ou qu'elle soit régionale ou qu'elle soit nationale, elle va coûter entre 18, 20, 25% du chiffre d'affaires. Donc si j'ai du chiffre d'affaires facturé par la PME. Donc si j'ai 20% de force de vente, 15% de logistique, et plus mes frais de fonctionnement et mes charges en interne, je viens de griller la totalité de la marge brute de mon entreprise. Donc je vais, dès la première année, compromettre ma possibilité de me développer pour des raisons économiques. Donc, je dis que sur la logistique, la distribution qui est dotée d'outils régionaux et nationaux pourrait aspirer davantage les PME. Et je crois que la distribution est organisée pour pouvoir faire des flux poussés et accélérer la mise en place des PME pour les exonérer au moins dans les 2 premières années d'une force de vente qui est extrêmement coûteuse, quoi. Pourquoi les enseignes, elles ne le font pas aujourd'hui? Les enseignes, elles font beaucoup de choses. Hein, donc je n'ai pas un regard critique sur leur fonctionnement, mais pour faire fonctionner, rentabiliser son outil logistique, elle a besoin d'y positionner des produits qui ont une très forte rotation. Donc, on rentabilise davantage un entrepôt quand on stocke Nutella, Danone, Panzani, Le Sieur ou Procter que quand on positionne une douzaine de PME où les rotations sont beaucoup plus lentes. Donc, c'est cette question-là qui a un impact économique, de dire est-ce que je le fais avec Nutella ou est-ce que je le fais avec une PME. C'est vraiment un parti pris politique. C'est-à-dire, est-ce que j'ai, moi, la conviction, moi, acteur de la grande distribution, que je travaille pour la souveraineté alimentaire, que je travaille pour la valeur, pour les territoires, pour l'environnement, quand je fais travailler des PME françaises, et que je crée les conditions qui sont favorables à leur développement. Donc, voilà, il y a un peu plus de 20 000 TPE, PME
en France dans le secteur agroalimentaire. Donc ça doit être à peu près 80-90% des entreprises agroalimentaires en France. Elles représentent 10% dans les enseignes de part de marché. Donc voilà. Est-ce que un parti pris de la distribution ne serait pas de dire, allez, dans les prochaines années, dans les 5 années qui viennent, je double et je monte à 20 points de part de marché le poids des PME dans mon activité. Mais ça veut dire que mes outils doivent servir à ça et je dois accompagner ces enseignes-là, ouais. Ces PME-là, pardon. Il y a aussi le sujet, et tu l'as dit, des rotations. Effectivement, naturellement, quand on analyse une catégorie, on va regarder ce fameux indicateur, les VMH, pas que, mais ça fait partie d'une des composantes de l'offre qui analyse effectivement la demande. Et naturellement, les PME et les startups étant positionnés sur des produits souvent très innovants, répondant à des unités de besoin qui sont non couvertes par des grands groupes, font que tu dois faire connaître ton produit. Et c'est corrélé à un niveau d'investissement qui est fort que de ce que tu évoques. Et ce qui est logique, les PME, TPE n'ont pas en année 1, 2, 3, puisque naturellement, elles créent leur société et il faut un fonds de roulement assez conséquent et assez à long terme. Ma question est la suivante. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, une TPE-PME, pour performer sur le marché de la grande distribution, elle doit faire des levées de fonds conséquentes pour justement développer les niveaux d'investissement conséquents à hauteur des grands groupes, puisqu'on leur demande de faire la même chose que les grands groupes avec moins de financement. Une TPE, pour les raisons que je viens d'évoquer, elle va consommer beaucoup de cash dans ses premières années pour créer son modèle, pour lancer ses produits, ses gammes, ses coûts de commercialisation, ses forces de vente, sa logistique. Et que soit elle va passer par les fonds propres, c'est quand même assez rare d'arriver avec des fonds propres dimensionnés pour créer une TPE de 2 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'elle va s'endetter ou ça veut dire qu'elle va devoir lever des fonds. Et donc c'est extrêmement critique pour une entreprise que de démarrer avec un fort taux d'endettement, parce que ça veut dire qu'on va courir pendant 5-10 ans à trouver son point d'équilibre, à amortir, à rembourser, et qu'on va devenir assez rapidement, donc au lieu de créer de la valeur et de la capitalisation, on va plutôt dégrader la valeur de l'entreprise et on devient une proie. Donc ça, c'est... donc, on devient une proie. On devient une proie et il est facile d'observer que... Pour le rachat, hein, c'est ça ton point. Pour le rachat, oui, bien sûr, oui, pour le rachat. Donc il est facile d'observer que beaucoup de groupes agro internationaux, de grands groupes, se sont aussi nourris comme ça de génies de l'innovation qui, par faiblesse économique, sont devenus des proies faciles ou qui, par... volonté de survie aussi, se sont vendus à ces grands groupes en disant mais moi ma pérennité, si je veux exister dans cet écosystème, je suis obligé de passer par un grand groupe. Donc là encore on est sur un choix politique. Qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce qu'on est capable d'imaginer qu'il existe en France un modèle de souveraineté alimentaire qui repose en partie sur des PME issues du territoire qui font travailler au local de la production locale qui elle-même est soucieuse de son environnement, de son écologie, de ses équilibres. Voilà. Est-ce qu'on estime que ça peut être un modèle souverain, pérenne et qui porte une vraie valeur pour nos communautés, donc c'est la dimension sociale. Et si oui, et je reviens aux acteurs de la grande distribution, ils ont un rôle à jouer d'accompagnant dans les 2 premières années de ces PME, d'une capacité à les propulser et potentiellement de les monter jusqu'à 20% à peu près environ de part de marché dans leurs différentes enseignes. Et voilà, et la distribution aura contribué à créer un modèle agro-industriel, local, à taille humaine et socialement responsable. Pas mal. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger cet engagement politique ? Est-ce qu'on doit en attendre un engagement de la part des consommateurs, comme beaucoup aiment à le dire ? Est-ce qu'on doit en attendre un engagement des politiques au sens large ? Qu'est-ce qui ferait bouger cet engagement et cette meilleure collaboration ? Mais
tout le monde peut faire bouger. Le consommateur est un acteur, hein, on l'a évoqué à travers C'est qui le patron à plusieurs reprises. Donc le consommateur, il a à travers ses achats, il vote. Hein, un achat, c'est une façon de voter. Les acteurs publics, si les acteurs économiques, avec force, engagent les acteurs publics, justement dans des systèmes un peu plus collaboratifs pour créer, prenons un exemple, pourquoi n'existe-t-il pas des plateformes régionales qui puissent incuber un certain nombre de TPE ou de PME pour pouvoir mutualiser les stockages des produits, les livraisons, l'accès à la grande distribution. Donc voilà pourquoi ça peut relever d'une responsabilité publique, comme le sont par exemple les plans alimentaires territoriaux qui font un gros travail au profit de l'agriculture. Donc les acteurs économiques peuvent entraîner les acteurs publics pour créer ce changement-là et embarquer un projet qui s'appelle une agriculture française, collaborative, avec une transformation TPE, PME, donc à taille humaine, socialement écologique et responsable, et en collaboration avec des acteurs de grande distribution qui disent « mais moi, il me plaît, plutôt que de servir des produits issus du Mercosur, de servir des produits agricoles, fussent-ils transformés, issus de l'activité économique française, quoi. Réellement, ça, ce modèle collaboratif, il peut et il doit exister, quoi. Est-ce que tu aurais une dernière phrase, un mot pour illustrer ce qu'on vient de se dire et comment on va vivre 2026 pour tout cet écosystème agroalimentaire et grande distribution? Bon, soyons positifs, 2026 va être actif, productif et économique. On voit les premiers chiffres qui sont délivrés sur les 12 derniers mois cumulés à la fin janvier. On a une croissance des volumes à 0,7%. On a des marques nationales qui reprennent des parts de marché sur la marque de distribution qui elle-même se porte bien à plus de 37%, je crois, de la valeur. On a une activité bio aussi qui reprend des couleurs. Donc il y a des indicateurs économiques qui sont favorables à la consommation. J'ai envie de conclure sur nous qui sommes des acteurs de l'économie, que l'on soit en distribution, que l'on soit en entreprise, grande entreprise, PME, ou que l'on soit dans le conseil, en train d'accompagner. Cherchons à créer de la valeur, parce que la valeur, ça se partage bien, alors que la réglementation, les lois ou la pression dans les négociations... ça contraint. Oui, ça contraint. Donc, travaillons sur ce qui libère, non pas sur ce qui contraint. Donc, travaillons sur la valeur ajoutée. Et je le redis, sans vouloir donner une dimension philosophique à un métier de l'économie, mais collaborons, quoi. Et construisons ensemble des modèles qui soient locaux, régionaux ou nationaux, qui permettent de mettre un peu plus en collaboration des dirigeants de PME, des acteurs de la distribution, dotés d'outils logistiques, dotés d'outils d'intelligence artificielle, et qui, l'un, utilisé au profit de l'autre, peut permettre de créer de la valeur et demain d'avoir 20 000 entreprises de type TPE, PME qui représentent 20-25% de l'activité agroalimentaire de la grande distribution. Enfin, réellement, ça profiterait à tout le monde, quoi. Donc ça me rend plutôt positif et joyeux, quoi. On va conclure là-dessus. Ce qui est une fin qui est quand même pas mal. Philippe, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à t'adresser? Dans les points de vente pour évaluer la vitesse du changement. Et puis, non, je suis assez peu sur les réseaux, donc je te remercie de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Je consacre mon temps davantage auprès de mes clients et partenaires, et puis et aussi auprès d'une organisation qui fait du bon travail aux côtés des PME, qui est la FEF, la Fédération des entreprises entrepreneurs de France. En dehors de ça, action, oui, discrétion aussi. Oui. Merci. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast Sans filtre ajouté? Moi, j'aimerais entendre tout le monde, tous les patrons de la distribution
donner leur vision de cette souveraineté alimentaire qui fait sujet et donner leur vision de comment ils définissent l'optimisme en matière de commerce et de relations avec le secteur des PME. Ouais, j'aimerais bien entendre chacun d'eux prendre On des finira engagements. là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Merci Salomé. À bientôt.